À l'enterrement de mon grand-père sévère, personne n'osait parler. Je me suis levé pour faire son éloge, évoquant ses dures leçons. L'avocat s'est alors approché, testament en main, et m'a tout légué. J'étais sous le choc, il était milliardaire. L'air dans l'église était lourd d'un silence aussi froid que les dalles de marbre sous mes pieds. Je me tenais seul, silhouette solitaire dans ma robe noire, observant les quelques parents réunis pour les obsèques de mon grand-père. Ils ne pleuraient pas. Non, leur visage affichait un dédain familier. Leur chuchotement distillait un venin discret dans la pièce silencieuse. Bon débarras, ce vieux Gripsou, marmonna un cousin. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Mon sang ne fit qu'un tour, une colère brûlante m'envahissant instantanément. Il ne savait rien, absolument rien de l'homme qui m'avait élevé, de cet homme qu'il condamnait si facilement aujourd'hui. Ce n'était que des vautours tournant en rond dans l'espoir de grappiller une part de sa prétendue fortune inexistante. Mais alors que le prêtre terminait sa prière machinale et parcourait du regard les bancs clairsemés, une question resta en suspens, est-ce que quelqu'un souhaite prononcer un éloge funèbre? Le silence. Un silence lourd, étouffant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais prendre la parole. Je devais leur dire la vérité sur l'homme le plus dur que j'ai jamais connu et sur l'enfer que j'avais vécu à ses côtés. Je devais leur faire comprendre. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer ensuite. J'avais 12 ans, j'étais une fillette aux couettes brunes ébouriffées et au cœur plein de rêveries, quand mon monde s'est effondré. Mes parents, Damien et Sandrine Bertrand, étaient pilotes de ligne. C'étaient des personnes qui riaient facilement et aimaient intensément. Je me souviens encore des épaules larges et rassurantes de mon père, sur lesquelles il me perchait pour me donner l'impression de voler. La voix de ma mère était une douce mélodie qu'elle fredonnait tout en peignant les aquarelles qui coloraient chaleureusement notre petite maison de banlieue. Notre vie n'était pas grandiose, mais elle était parfaite. Nous partagions des soirées cinéma sur le canapé, des barbecues dans le jardin avec les voisins, et nous avions un chien nommé Filou, qui faisait partie intégrante de la famille. Nous étions heureux, mais le bonheur, je l'apprendrai bien vite, est une chose fragile. Un simple coup de fil brutal a tout fait basculer. Les visages des 2 gendarmes sur notre pas de porte étaient blêmes. Leurs mots restèrent flous dans mon esprit. Un résumé froid et clinique d'un crash aérien dans le massif des Alpes. Aucun survivant. L'avion de mon père. Ma mère était à bord avec lui. Autour de moi, le monde s'est figé. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop immense, comme un bloc de glace figé dans ma poitrine, me laissant totalement anesthésié. C'est alors que ma tante Claire est arrivée. C'était la sœur aînée de ma mère, une femme à la bouche perpétuellement pincée et au regard aiguisé, calculateur. Je ne l'avais aperçue que lors de rares réunions de famille où elle semblait toujours nous évaluer. « Je prends la petite », a-t-elle dit à l'assistante sociale, d'une voix dénuée de toute chaleur. J'ignorais encore qu'elle agissait par intérêt, habitée par l'espoir secret de mettre la main sur un héritage caché laissé par mes parents. Elle m'a conduite en voiture pendant des heures, le paysage devenant de plus en plus désolé à chaque kilomètre, jusqu'à ce que nous atteignions un endroit qui ressemblait à un village fantôme. C'était un bourg poussiéreux, balayé par les vents, doté d'un seul feu tricolore et d'une poignée de bâtiments délabrés. Et là, à la lisière du village, se trouvait ma nouvelle maison, un petit corps de ferme délabré, à la peinture écaillée et au toit de tôle rouillée. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu. Mon grand-père, Henri Bernard, se tenait sur le perron. Grand, sec, il avait des yeux gris perçants qui semblaient vous traverser de part en part, comme s'il y décelait la moindre faille. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à une étreinte, à un mot doux, à un semblant de réconfort. Tout ce que j'ai reçu fut un hochement de tête sec et une voix tonitruante qui allait hanter mes nuits pendant des années. « Tu es en retard, Camille. Ne me fais pas perdre mon temps. » C'est à cet instant précis que ma nouvelle vie a commencé. Une vie faite de silence, de travaux pénibles et d'une discipline de fer capable de briser n'importe qui. J'étais bien loin de me douter que ce vieil homme en apparence modeste avec qui je venais de m'installer était en réalité un milliardaire secret. Dès que j'ai posé le pied dans cette ferme, mon quotidien s'est résumé à un enchaînement ininterrompu de corvées et de silence. J'ai vite compris que mon grand-père Henri ne croyait ni au confort ni à la conversation. La vieille maison en pierre était glaciale et sentait la poussière et la terre humide. Ma chambre n'était qu'une pièce spartiate contenant un lit rigide, un bureau en bois brut et une fenêtre donnant sur la grange. Il n'y avait pas de veilleuse, pas de tapis,
rien pour adoucir la rudesse de cette nouvelle réalité. Le seul élément de décoration était un petit tableau noir accroché au mur, sur lequel étaient écrits 2 mots, travail dur. Mes journées suivaient un rythme implacable, réglé comme une horloge prête à rompre. La sonnerie stridente de son réveil retentissait dès 5 heures du matin. Debout, Camille. Le soleil n'attend pas, criait sa voix puissante depuis le couloir, me tirant du sommeil en sursaut, le cœur battant par une peur désormais familière. Je sortais du lit en trébuchant, mon esprit encore hanté par les images du crash et par les visages de mes parents m'appelant sous la pluie. Il n'y avait pas de place pour le chagrin, pas de temps pour la rêverie. J'enfilais les jeans usés et les chemises en flanelle qu'il avait préparées pour moi, puis je me précipitais dehors pour nourrir les bêtes et nettoyer les étables. Le petit déjeuner avait lieu à 6 heures pile, et c'était un moment de pure solitude. Il s'asseyait en bout de table et je m'installais à l'autre extrémité, la distance entre nous semblant aussi vaste qu'un océan. Le repas se composait simplement de porridge et de pain grillé, pris dans un silence de plomb. Il n'y avait pas d'histoire joyeuse, pas de rire comme ceux que ma mère partageait avec moi. Montrer la moindre faiblesse était perçu comme une faute grave. Un jour, j'ai commis l'erreur de me plaindre de mes mains couvertes d'ampoules après avoir curé le fumier. « J'ai mal aux mains, grand-père », ai-je murmuré d'une voix à peine audible. Il a redressé brusquement la tête, ses yeux gris brillants sous ses sourcils broussailleux. « Mal » a-t-il grondé. « Les gens ne savent pas ce que c'est que d'avoir mal. Tu as perdu tes parents, et tu te plains pour un peu de travail manuel ? Tu vas t'y habituer. » Ces mots m'ont cinglé comme un coup de fouet, me réduisant au silence alors que des larmes, qu'il m'était interdit de verser, me montaient aux yeux. Il me reprenait constamment, haussant le ton pour la moindre petite maladresse que mes parents auraient simplement accueillie par un éclat de rire. Botte bouse dans la maison. Nettoie ça. Cette ferme n'est pas une porcherie. Si je mangeais trop lentement, il lançait, dépêche-toi. Le temps, c'est de l'or. Tu crois que la vie t'attend pour finir ton pain ? Oublier de débarrasser la table était la pire des fautes. Une fois, épuisé par la traite des vaches et la réparation des clôtures, j'avais laissé la vaisselle pour m'effondrer directement dans mon lit. J'ai été réveillé par le bruit de ses pas lourds. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, tenant une vieille lanière de cuir suspendue au mur. Il ne m'a pas frappé, mais il l'a fait cingler dans l'air, le cuir produisant un sifflement sourd. Nettoie ça tout de suite. Personne ne fera ton travail à ta place dans cette vie. Je me suis traîné hors du lit, les mains tremblantes, pour laver les assiettes sous l'eau glacée, les éclaboussures percutant mon visage comme les larmes que je n'avais pas le droit de verser. Je luttais quotidiennement. La douleur d'avoir perdu mes parents était encore une blessure vive et saignante. Le jour, je me jetais à corps perdu dans le travail pour oublier. Mais la nuit, dans ce lit en bois grinçant, la solitude m'envahissait à nouveau. Je me recroquevillais en boule, murmurant les noms de mes parents dans mon esprit, suppliant le sommeil de venir rapidement effacer cette dure réalité. Mon enfer personnel n'était pas seulement le travail physique, mais cette solitude écrasante qui me donnait l'impression d'être un fantôme traversant une vie qui n'était pas la mienne. Pourtant, au fil des semaines et des mois, une chose inattendue commença à se produire. Au milieu des larmes et de la sueur, une graine de résilience se mit à germer en moi. J'avais toujours peur de lui, j'avais toujours la nostalgie de mon ancienne vie, mais je commençais aussi à percevoir les choses différemment. La ferme n'était pas seulement une prison, c'était une école. Et mon grand-père était un maître impitoyable mais efficace. Ses enseignements ne passaient pas par des paroles douces ou des câlins réconfortants, mais par ses actes, par sa manière rigoureuse de vivre au quotidien. La première leçon qu'il m'a inculquée fut la discipline. Mon grand-père Henri vivait au rythme d'une horloge suisse, précis à la seconde près. À 5 heures, son réveil sonnait et il était déjà aux étables. À 6 heures, le petit déjeuner était servi, pas une minute trop tôt ni trop tard. À 8 heures, il labourait les champs, peu importe le soleil de plomb ou la pluie battante. Une fois, alors que je m'étais endormi et que j'avais 10 minutes de retard, il s'est tenu devant ma porte, les bras croisés, le regard aussi froid qu'un vent d'hiver, 10 minutes de retard, c'est 10 minutes de perdu. Tu penses que la vie t'attend pendant que tu dors ? J'ai bafouillé des excuses, mes bottes encore humides de rosée, et je me suis précipité vers l'enclos des bêtes. Au début, je détestais cette rigidité, mais j'en ai peu à peu compris la force. Lorsque j'ai commencé à me lever sans encombre et à terminer mes devoirs avant de me coucher, ma vie est devenue moins chaotique. Sa discipline, bien que rude,
m'a appris à maîtriser le temps et à agir avec détermination. La deuxième leçon fut la persévérance. Mon grand-père Henri n'abandonnait jamais une tâche en cours. Je me souviens d'une journée d'hiver glacial où une épaisse couche de neige recouvrait les champs. Je pensais qu'il se reposerait près de la cheminée, mais il a enfilé son vieux ciré usé pour aller réparer le toit fuyant d'une étable. « Grand-père, attendons demain », ai-je supplié, les dents claquant sous l'effet du froid. Il s'est retourné, ses yeux gris brillants sous la lueur de sa lanterne. « Si tu commences quelque chose, tu le finis, Camille. Le travail n'attend pas la météo. » Il a continué son travail, assénant chaque coup de marteau avec régularité, jusqu'à ce que plus aucune goutte ne filtre à travers les planches. Je me tenais là, trempé et épuisé, mais un sentiment de profond respect m'a envahi. Il ne travaillait pas seulement par nécessité, c'était sa façon d'exister, implacable, solide comme un vieux chêne au milieu de la tempête. Dès lors, chaque fois qu'un exercice de mathématiques me semblait trop difficile ou que je voulais abandonner par fatigue, je pensais à lui, réparant ce toit sous la neige. La frugalité fut la leçon suivante. Il ne gaspillait jamais rien. Les restes de pain étaient soigneusement emballés, les clous tombés par terre étaient ramassés et les chutes de bois précieusement conservées pour le feu. Il tenait un petit carnet de cuir élimé dans lequel il inscrivait la moindre dépense. Un jour, j'ai accidentellement renversé une bouteille de lait frais sur le sol de la cuisine. Il n'a pas crié, il a simplement fixé la flaque blanche au sol. « Ce lait, c'est de la sueur, Camille. Une goutte renversée est un effort gâché. » J'ai éprouvé une immense honte, non pas parce qu'il me réprimandait, mais parce qu'il avait raison. Il vivait modestement, non par avarice, mais parce qu'il comprenait la valeur des petites choses. Grâce à cela, j'ai appris à respecter chaque centime. J'ai commencé à rapiécer mes vêtements usés et à économiser les quelques pièces que je gagnais en l'aidant à vendre le foin. Il m'a également appris l'honnêteté et le sens des responsabilités. Mentir, c'est se mentir à soi-même, Camille, disait-il d'une voix de pierre. Est-ce ainsi que tu veux vivre? J'ai appris à regarder la vérité en face, même lorsqu'elle était douloureuse. Et lui-même ne fuyait jamais son devoir envers la terre de ses ancêtres, ni envers moi. Je lui ai demandé un jour, « Pourquoi ne vends-tu pas la ferme pour aller vivre au village et mener une vie plus facile ?» Il m'a regardé d'un œil pensif, « Une personne ne fuit pas ses responsabilités, Camille. C'est la terre de nos ancêtres. L'abandonner, c'est s'abandonner soi-même. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup de marteau, provoquant un déclic. Je comprenais enfin que la force ne résidait pas seulement dans la puissance physique, mais dans la capacité à porter ses propres fardeaux, quelle que soit leur lourdeur. Ces leçons, forgées dans le creuset de la ferme, constituaient le bagage silencieux qu'il me transmettait. Il me façonnait, non pas avec de douces paroles, mais avec des principes affûtés comme des lames, éliminant mes faiblesses pour révéler l'acier en moi. Cependant, alors que j'approchais de mes 18 ans, cette force nouvelle allait provoquer notre plus grand conflit. L'atmosphère était électrique, lourde et étouffante comme à l'approche d'un orage. C'était le soir de mes 18 ans. Je venais de recevoir mes résultats de fin d'année, un bulletin rempli d'excellentes appréciations. Mon cœur battait la chamade, non pas de fierté, mais dans l'espoir qu'il me remarque enfin, qu'il me voie vraiment. Je suis entré dans la cuisine, serrant fermement contre moi le cuir usé de mon carton à dessin. Il était assis à table, comme toujours, devant une tasse de café fumant. J'ai posé mon bulletin devant lui. J'ai été admise à l'école des beaux-arts, ai-je dit, la voix tremblante m'est décidée. C'est la meilleure de la région. Je veux devenir peintre, comme maman. Il n'a même pas jeté un œil à mes résultats. Il a tendu le bras pour saisir une pile de documents posés à côté de sa tasse des dossiers d'inscription universitaire que je n'avais encore jamais vus. Tu iras dans une école de commerce, déclara-t-il d'un ton plat et sans appel. Tu étudieras la finance. C'est la seule voie vers un avenir sûr. Mon sang s'est glacé. Non, grand-père. Je ne veux pas. Je veux créer, je veux peindre. Ses sourcils épais se sont froncés, un nuage sombre obscurcissant son regard. Peindre? C'est insensé. Une vue à court terme. Tu veux gâcher ta vie ainsi? Tu penses que quelques taches de couleur sur une toile te nourriront quand tu seras vieille? Ces paroles furent comme un coup physique, libérant des années d'émotions refoulées. Toute la solitude, tout le ressentiment accumulé durant cette enfance passée à trimer dans son ombre ont explosé en moi comme un volcan. J'ai repoussé ma chaise avec fracas pour me lever.
Tu veux toujours tout contrôler, ai-je hurlé, ma voix résonnant dans la cuisine froide et silencieuse. Tu ne me comprends jamais. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je voulais. Tu penses que je n'ai pas assez souffert? J'ai vécu un enfer ici, à faire tout ce que tu exigeais de moi. Mais m'as-tu une seule fois demandé comment je me sentais? T'es-tu seulement soucié du fait que j'avais perdu mes parents? Tu ne te rends pas compte du mal que ça fait? Il s'est levé à son tour, me dominant de toute sa hauteur, telle une statue de pierre prenant vie. Son visage était rouge de colère, ses poings serrés. Ingrate, a-t-il tonné. Tu crois que je t'ai élevé et que je t'ai appris tout cela pour que tu gâches tout dans des projets futiles? As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai donné un toit, de la nourriture, un avenir. Tu ne m'as pas donné un avenir, ai-je répliqué en criant, les larmes coulant enfin librement sur mes joues. Tu as détruit celui que je voulais. Tu n'as fait que donner des ordres et critiquer. Tu ne m'as pas sauvé. Tu as juste fait de moi une orpheline corvéable à merci. Il a fait un pas vers moi, pointant un doigt accusateur, tu veux ta liberté? Pars. Mais n'ose pas revenir ici quand tu auras échoué. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, brisant le dernier espoir qui me restait. Il n'y avait aucun dialogue possible avec lui. J'ai fui la cuisine, la maison, et je l'ai fui, lui. J'ai attrapé mon sac à dos élimé, j'y ai fourré quelques vêtements, un carnet et la dernière photo précieuse de mes parents. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dit au revoir. Le vent froid de la nuit piquait mon visage baigné de larmes alors que je marchais sur le chemin de terre, l'obscurité engloutissant mes pas. Je m'enfuyais, mais je n'avais aucune idée de ma destination. Et pour la première fois depuis des années, je me retrouvais totalement, désespérément seul. J'ai marché pendant des heures. Le froid de la nuit et la douleur dans mes jambes m'ont finalement contrainte à m'asseoir sous un vieux chêne au bord de la route. Ma colère, qui faisait rage quelques instants plus tôt, a commencé à s'éteindre, laissant place à un regret lourd et glacial dans ma poitrine. Ces mots, tu veux ta liberté? Pars, résonnaient dans ma tête. Mais ces leçons me revenaient aussi en mémoire, la discipline, la persévérance, la responsabilité. Il voulait que je sois forte, que je survive. Il avait raison. S'enfuir ainsi était une réaction stupide. Je détestais l'admettre, mais il avait toujours eu raison. Alors que l'aube pointait, teintant les champs de nuances grises et dorées, j'ai entamé le long et humiliant chemin du retour. Mon sac me semblait lourd, mais mon cœur l'était bien plus encore. J'imaginais déjà me tenir devant lui, le visage marqué par la honte, m'excusant pour mon emportement. Je lui dirais que j'irais en école de commerce. Je lui dirais merci, pour la première et peut-être la dernière fois. Mais lorsque j'ai poussé la porte d'entrée, la maison était plongée dans un silence anormal. Pas un bruit d'horloge. Aucun son provenant des étables. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. Je l'ai trouvé dans la cuisine, allongé sans vie sur le sol, serrant encore son petit carnet de cuir. Grand-père, ai-je chuchoté, la voix tremblante. Il n'a pas répondu. Il était parti. Le médecin a diagnostiqué un accident vasculaire cérébral, un départ silencieux dans cette maison même qu'il avait passé sa vie à entretenir. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Le ciel était couvert, comme s'il pleurait avec moi. La petite église était remplie de parents que je n'avais pas vus depuis des années et des tantes, des oncles, des cousins au visage presque étranger. Ils n'étaient pas là pour pleurer sa perte. Leur chuchotement, plat et dénué d'émotion, disait tout ce qu'il y avait à savoir. Le vieux Grigou a fini par casser sa pipe, ai-je entendu ma tante Claire murmurer. Personne ne pouvait le supporter. Il a vécu seul, il est mort seul. Mon cœur battait fort, partagé entre le chagrin et une pure colère. Ils ne savaient rien de lui. Pour eux, il n'était qu'un vieillard cruel et sans cœur, une statue insensible. Alors que le prêtre terminait l'office, il marqua une pause et regarda l'assemblée, quelqu'un souhaite-t-il dire quelques mots sur Henri? Un silence de plomb s'installa. Personne ne bougea. Ma tante Claire regarda ses mains. Mes cousins remuèrent les pieds en évitant mon regard. Ils étaient tous là pour le testament, mais pas un seul d'entre eux ne pouvait trouver un mot gentil pour l'homme qui reposait dans ce cercueil. Ce silence fut comme un couteau remué dans ma poitrine, un jugement final d'une cruauté inouïe envers un homme qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Je ne pouvais pas le laisser partir ainsi, sans un seul mot de reconnaissance.
Mes jambes me semblaient lourdes comme du plomb, mais je me suis levé, attirant tous les regards, mêlés de surprise et de curiosité. Je me suis avancé vers le pupitre, les mains tremblantes. « Je m'appelle Camille », ai-je commencé, la voix hésitante. Je suis la petite fille d'Henri Bernard. J'ai pris une profonde inspiration, prête à leur dire la vérité. Non pas au sujet de l'argent, mais au sujet de l'enfer qu'il m'avait fait vivre, des leçons qu'il m'avait inculquées et de cet amour que j'avais fini par comprendre trop tard. J'ai agrippé le pupitre, mes jointures blanchies par l'effort, et j'ai affronté ce flot de visages froids et calculateurs. Les gens pensent qu'il était cruel, ai-je commencé, ma voix s'affermissant. Et il l'était. Il me disputait quand je rentrais avec des bottes boueuses, quand mes notes n'étaient pas à la hauteur, quand je pleurais parce que mes parents me manquaient. Il me forçait à me lever à 5 heures du matin, à travailler jusqu'à l'épuisement, et ne m'offrait jamais le moindre mot de réconfort. Quelques membres de la famille ont hoché la tête en signe d'accord, un sourire suffisant sur les lèvres. Tante Claire a même laissé échapper un léger rire moqueur. Je les ai ignorés, gardant les yeux fixés sur le cercueil. J'ai longtemps éprouvé de la haine envers lui pour cela, ai-je continué, la voix nouée par l'émotion. Je pensais qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne me comprenait pas. Mais je me trompais. Les murmures dans l'église se sont tus. Les membres de la famille ont commencé à s'agiter, mal à l'aise sur leur banc. Il m'a appris la discipline en se levant toujours le premier, sans jamais gaspiller une seule seconde de sa vie. Il m'a appris la persévérance, comme ce jour d'hiver où il a réparé le toit de l'étable sous la neige, refusant d'abandonner malgré le froid glacial. Il m'a appris la frugalité, parce que chaque goutte de lait renversée représentait de la sueur, son travail. Il m'a appris le sens des responsabilités, parce qu'il n'a jamais abandonné cette terre, et qu'il ne m'a jamais abandonné, moi. Même si je n'étais qu'une orpheline qui lui causait bien des soucis. Et il m'a appris l'honnêteté, même quand la vérité faisait mal. Je me suis arrêté, les larmes coulant enfin, chaudes et impossibles à retenir. C'était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. C'était un homme de son temps, façonné par une époque qui lui avait appris à être solide, pas affectueux. Mon seul regret est de ne pas l'avoir remercié de son vivant. Je suis descendu du pupitre, les jambes tremblantes, pour retourner m'asseoir, laissant un silence saisissant envahir l'église. Mon éloge n'allait pas changer leur regard sur lui, mais c'était mon adieu, mon dernier cadeau à l'homme qui m'avait forgé. Alors que j'étais assise, un homme vêtu d'un costume gris impeccable s'est approché de moi. C'était maître Robert Thomas, le notaire de mon grand-père. Il tenait une sacoche en cuir usé à la main. « Mademoiselle Bertrand » a-t-il demandé. J'ai fait signe que oui. C'est bien moi. Je m'appelle Camille. Il m'a adressé un sourire bienveillant. Camille, s'est-il repris gentiment. Je suis ici au sujet des dernières volontés de monsieur Henri Bernard. Ces mots ont flotté dans l'air, attirant instantanément l'attention de tous les membres de la famille présents dans la pièce. J'avais presque oublié ces vautours. Maître Thomas a ouvert sa sacoche et en a sorti un dossier épais. Au nom de monsieur Bernard, a-t-il déclaré d'une voix posée et solennelle, je dois vous informer que vous êtes son unique héritière. C'était un homme extrêmement discret. En réalité, la majorité des membres de votre famille ici présents ignoraient tout de l'étendue de sa fortune. Il a marqué une pause, puis m'a regardé droit dans les yeux. Félicitations, Camille. Voici ce qu'il vous a légué. Je suis resté figé par le choc. L'homme que je pensais être un modeste paysan vivant chichement était milliardaire. Le mot « milliardaire » a résonné dans l'air comme un poids immense. J'ai vu le visage de ma tante Claire passer d'une satisfaction hautaine à un masque de rage pure. Elle s'est mise à hurler d'une voix suraiguë, pleine de colère et de sentiments de trahison, ce n'est pas juste. C'était un va-nu-pied. Il vivait comme un mendiant. Tu as dû le manipuler, espèce de petit serpent. Le notaire l'a calmement ignoré et a sorti un journal intime à la couverture en cuir usé de sa sacoche. Voici ce que monsieur Bernard m'a demandé de vous remettre personnellement, Camille, a dit maître Thomas d'une voix plus douce. Il estimait que cela avait bien plus de valeur que n'importe quel bien matériel. J'ai pris le carnet, les mains tremblantes. Le cuir était frais et lisse sous mes doigts. En l'ouvrant, l'odeur du vieux papier et de l'encre s'est dégagée des pages, une odeur qui rappelait celle de la ferme. Son écriture, droite et régulière, remplissait les pages. Ce n'était pas un journal intime classique,
mais plutôt un recueil de pensées décousues, de brèves notes écrites au fil du temps, comme des morceaux de son âme mis à nu. La première page remontait au lendemain de la disparition de mes parents. Sandrine et Damien sont morts aujourd'hui. Il ne reste que la petite. Je dois la recueillir. Bien que je ne sache pas comment être un parent, je ne sais que bâtir des choses, pas des êtres humains. J'ai dégluti avec peine, les larmes embrumant ma vue à la lecture de ces lignes. Il avait eu peur, tout comme moi. Mais il ne m'en avait jamais rien montré. J'ai tourné les pages, chaque ligne touchant une corde sensible de mon cœur. Il décrivait ses nuits blanches, ses moments passés à réfléchir dans l'étable, se demandant s'il faisait le bon choix en se montrant si strict avec moi. Je ne sais pas comment formuler des mots tendres. Mon père m'a appris qu'un homme doit être fort. Pas de larmes, pas de faiblesse. C'est tout ce que je sais enseigner à Camille. Je crains qu'elle ne me haïsse pour toujours. Mes larmes sont tombées sur le papier, estompant l'encre par endroits. Il avait eu peur que je le déteste. Il avait eu peur que je ne comprenne pas. J'ai feuilleté le carnet jusqu'à la dernière page, rédigé quelques semaines seulement avant sa disparition, probablement le jour de notre ultime dispute. Camille a grandi. Elle veut sa liberté. Je le comprends. Mais je veux qu'elle ait une vie meilleure que la mienne, meilleure que celle de ses parents. Je l'aime, mais je ne sais pas comment le lui dire. Si je pars, qu'elle sache que je suis fier d'elle. Je voulais seulement qu'elle soit forte pour que personne ne puisse la blesser. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai éclaté en sanglots, serrant le journal contre ma poitrine. Il n'était pas l'homme froid et insensible que j'avais toujours imaginé. C'était un homme solitaire, prisonnier des codes stricts de sa propre éducation, incapable d'exprimer son affection autrement que par des actions silencieuses et exigeantes. Son amour n'était pas un cocon protecteur, c'était un creuset, un marteau et un feu conçus pour me rendre forte. Je suis restée assise là, sentant mes certitudes basculer. Les biens financiers qu'il m'avait laissés étaient immenses, mais ce journal était le véritable héritage. C'était son cœur mis à nu devant moi, et je regrettais tellement de ne pas l'avoir lu plus tôt, quand j'aurais pu le regarder dans les yeux et lui dire « Je comprends, grand-père. Je comprends maintenant. » J'ai quitté le cabinet du notaire en serrant le carnet contre moi, pour sortir sous la douce lumière de l'après-midi. Le vent transportait une lointaine odeur de foin, et pour la première fois, un sourire est apparu sur mes lèvres, malgré les larmes qui perlaient encore sur mes joues. Mon grand-père Henri était parti, mais il m'avait laissé bien plus que sa fortune. Il m'avait transmis ses leçons, ses valeurs et un amour silencieux que je porterai en moi à tout jamais. Ce soir-là, je suis retourné dans la cuisine froide de la ferme. La lampe à huile projetait une lueur chaleureuse sur le journal alors que je relisais ces dernières lignes. Je voulais seulement qu'elle soit forte pour que personne ne puisse la blesser. J'ai serré les poings, ayant presque l'impression qu'il se tenait là, m'observant de ses yeux gris perçants. « Je le ferai, grand-père » ai-je murmuré. « Je serai forte. » Dès le lendemain, j'ai entamé mes démarches. Je me suis inscrite dans une grande école de commerce d'une région voisine, un choix rationnel, fidèle à sa philosophie. L'université représentait un monde nouveau, synonyme de liberté mais aussi de fortes exigences. Parfois, je restais à la bibliothèque jusqu'à des heures tardives, les yeux fatigués par les lectures, les mains crispées par la prise de notes. Lorsque les projets de groupe rencontraient des difficultés ou que j'obtenais des résultats décevants, je me sentais à nouveau comme la petite fille réprimandée autrefois. Mais à chaque fois que je vacillais, j'ouvrais le journal pour relire ces mots, « Si tu commences quelque chose, tu le finis ». Pour subvenir à mes besoins, j'ai pris un travail d'étudiante dans un café local, débarrassant les tables et lavant les tasses, vivant très modestement, comme il me l'avait enseigné. Je ne gaspillais pas un seul centime, même lorsque mes camarades me proposaient de faire les magasins ou de sortir dans des bars. Cette rigueur m'a permis de surmonter les fins de mois difficiles et m'a appris la valeur réelle du travail. J'ai également appris à rester intègre, même lorsque la vérité s'avérait compliquée. J'acceptais les pénalités de retard pour mes travaux universitaires plutôt que d'inventer des excuses mensongères, me rappelant sa phrase « Mentir, c'est se mentir à soi-même ». À 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme au prix de nombreuses nuits blanches et de beaucoup de travail. Je ne suis pas retourné immédiatement à la ferme. À la place, j'ai utilisé une partie des fonds de l'héritage pour créer une petite entreprise de logistique, spécialisée dans le transport des produits des exploitations agricoles locales vers les marchés régionaux.
L'idée m'était venue de mes années passées à la ferme, en observant mon grand-père peiner à acheminer ses récoltes. Lancer une entreprise s'est avéré complexe. Il y avait des pannes de camions, des retards de paiement de clients et des cargaisons de produits frais parfois endommagés. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, je revoyais mon grand-père réparant ce toit sous la neige. Je serrais les dents et j'avançais. Ces principes de vie, la discipline, la persévérance, la frugalité, le sens des responsabilités et l'honnêteté sont devenus ma ligne de conduite. Ils ont permis de transformer mon projet de départ en une entreprise solide et pérenne, me donnant les moyens d'acquérir une maison et de construire la vie que je souhaitais. Aujourd'hui, je me tiens devant sa sépulture, non plus comme l'enfant craintif qui l'avait accueilli, mais comme une femme forte et accomplie, qui a compris la nature de son amour. Le plus grand héritage de mon grand-père n'était ni sa fortune ni sa terre, mais les valeurs profondes qu'il m'a transmises. Il ne m'a pas enseigné la vie avec des mots tendres, mais par un quotidien de sacrifices silencieux. Je dépose un bouquet de marguerites sur sa pierre tombale. Le vent souffle doucement, faisant bruisser les feuilles du vieux chêne protecteur, et je ressens une paix profonde, comme si nous étions enfin parvenus à nous comprendre. Je sais qu'il veille sur moi, et j'espère qu'il est fier du chemin parcouru. Merci, grand-père, ai-je murmuré dans un souffle. Je n'oublierai rien. Je sais que sa mémoire, celle de cet homme à la fois si dur et si profondément humain, continuera de vivre à travers chacune de mes décisions et dans chaque battement de mon cœur.